Bienvenue dans la 121e épisode de The Healthcare Security Cast, présenté en exclusivité par Genetec. Je suis votre invitée spéciale, Susanna Al-Sayed. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice d'Evolute, une agence de branding et de marketing qui se concentre sur l'industrie de la sécurité. Aujourd'hui, je suis rejointe par Nada Ebeid de Genetec. Nada, merci de nous rejoindre. En guise d'introduction, qui est Nada Ebeid? Bonjour Susanna, enchantée. Bonjour, enchantée. Oui, donc c'est ça, mon nom est Nada Ebeid, je suis basée à Montréal, Québec. Je fais du développement d'affaires pour Genetec et je mise beaucoup sur tout ce qui est santé publique et les institutions de santé. Donc oui, je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup, Nada. Nous pouvons maintenant commencer par la première question. D'abord, quel est le rôle de la sécurité dans les hôpitaux? Oui, c'est une question très importante en fait. Je pense que pour des gens qui sont plus ou moins impliqués dans les hôpitaux et dans la sécurité dans les hôpitaux, on se rend pas compte du rôle très, très intrinsèque de la sécurité pour qu'un hôpital ait la capacité de fournir les services essentiels de la santé. Parce qu'on peut imaginer que quand il y a des perturbations, bien évidemment, il peut avoir un impact direct sur la capacité de fournir les services essentiels de la santé au public. Donc, c'est un environnement quand même assez complexe. Il faut vraiment penser à la sécurité du bâtiment, du personnel, évidemment, des visiteurs et des patients. Et c'est vraiment dans cette totalité de la sécurité totale, de tous ces aspects-là, qu'on peut vraiment assurer une bonne expérience pour le patient qui, en fait, est l'objectif primordial pour un hôpital. Oui, je suis d'accord avec vous. Merci de partager cela avec nous aussi. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième question. Comment réagissons-nous en tant qu'industrie aux problèmes de santé et à la violence au travail? C'est une question très intéressante. Je dois avouer que moi-même, je fais du développement d'affaires depuis plusieurs années, mais c'est quand même assez récent que je me concentre sur les hôpitaux. Et je dirais que ça fait plus de 2 ans quand même. Mais quand j'ai commencé à regarder les hôpitaux et l'environnement hospitalier plus en profondeur, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait une réalité qui était un peu méconnue à l'extérieur de l'environnement hospitalier, qui est vraiment la réalité de la violence. Quand j'ai vraiment appris ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée parce qu'il faut se le dire, on est des Canadiens et avoir accès à les hôpitaux, c'est aussi très personnel. Et donc, de réaliser que l'infirmier ou la docteure avec qui je puisse faire affaire aurait pu avoir eu une expérience quand même assez très désagréable et même violente, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Donc, si on prend un peu en arrière et je réponds à votre question, en fait, c'est vraiment d'être capable d'écouter les problèmes qu'il puisse avoir dans les hôpitaux et vraiment aussi acquiescer le problème de la violence. Parce que si on n'est pas capable d'en parler ouvertement, ça devient très, très difficile pour vraiment être un petit peu plus créatif à comment amener des solutions. Je crois qu'au Québec, par exemple, nous avons quand même 2 problèmes à acquiescer. On a le problème de la violence, mais on a aussi un deuxième problème qui est le manque d'infrastructures adéquates dans nos établissements de la santé et sans souligner les CHSLD. Évidemment, c'est un problème qui est partout au Canada, mais évidemment, en venant d'une perspective québécoise, je voulais quand même faire mention de la problématique dans les CHSLD. Donc, si on comprend que il y a vraiment ce problème de violence, mais c'est là où, si je regarde en Ontario, par exemple, il y a quand même plusieurs hôpitaux qui ont commencé à explorer la technologie de caméras sur personne sur les gardes de sécurité. Et évidemment, cette technologie a pour objectif d'essayer de faire en sorte que la violence n'ait pas lieu du tout. Et évidemment, il y a le problème d'intimité d'informations qui puissent venir en question. Mais justement, quand on comprend qu'il y a le problème de la violence, et c'est là, ce qui est super intéressant en Ontario, c'est que c'est l'Union des infirmiers qui a en fait a fini par supporter cette technologie
de caméras sur personne pour minimiser la violence. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, je pense que ce qui est super important, c'est de comprendre l'environnement, d'écouter les problématiques, mais aussi de pouvoir les acquiescer et arrêter de garder ces réalités un peu méconnues. La troisième question est, quels sont les défis de l'environnement des soins de santé pour le personnel, les impacts sur les patients et aussi l'expérience globale dans les hôpitaux? Effectivement, parce que comme ces environnements sont quand même assez complexes, il faut comprendre que il peut y avoir beaucoup d'activités qui varient beaucoup dans un hôpital, parce qu'il pourrait y avoir de l'activité criminelle, il pourrait y avoir des perturbations peut-être d'un patient ou d'un visiteur, un proche au patient qui veut intervenir. Donc, ça peut devenir très émotionnel, donc il peut y avoir des perturbations liées à ça, mais on peut aller beaucoup plus loin et puis commencer à penser aux impacts dus à la santé mentale. Ce qu'on a su et on a suivi ça quand même de proche, c'est que durant la pandémie, il y a eu une augmentation de violence à cause de la santé mentale. Donc, qui fait que quand cela prend un lieu dans un hôpital, il faut penser à la quantité de ressources requises dans l'hôpital pour essayer de mitiger la situation. Je crois, en parlant à un certain hôpital, ils m'ont dit que s'il y avait une perturbation d'un patient, par exemple, ça pourrait prendre 3 à 4 personnes pour essayer de calmer la situation. Donc, tout ça peut avoir un impact, évidemment, sur l'environnement, les gens qui sont autour, les patients qui sont autour, ça augmente le stress. Donc, il y a un impact direct sur l'expérience en rentrant dans un hôpital. Et évidemment, en tant que citoyen, on ne pense pas à ces choses-là quand on rentre dans un hôpital. On rentre dans un hôpital, on a besoin de soins immédiats et on veut recevoir ces soins. Donc, c'est sûr que il peut avoir un impact quand même assez néfaste pour les patients et sans oublier les travailleurs. Si on regarde les docteurs et les infirmiers, il faut vraiment penser qu'il puisse avoir un impact quand même désastreux sur leur santé mentale et leur capacité de faire leur emploi. Donc, c'est quand même très important comme sujet et je pense que c'est vraiment important que l'industrie de la sécurité regarde ce problème pour essayer de mitiger les risques. Je pense que les défis sont sans fin. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que nous devons prendre les choses une étape à la fois pour les résoudre. Mais d'abord, on passe à la quatrième question maintenant. Comment est-ce que les professionnels de la sécurité dans les hôpitaux peuvent tirer des efficacités opérationnelles et leur plateforme de sécurité? Oui, c'est très intéressant parce que quand on étudie la quantité de systèmes qu'il puisse avoir dans un hôpital, on s'en rend compte quand même assez rapidement qu'il peut avoir facilement, je dirais, 5 à 10 systèmes différents dans un hôpital. Si on se met à la place d'un opérateur ou d'un administrateur de ces systèmes-là, c'est quand même beaucoup de systèmes à maîtriser et aussi des systèmes qui sont souvent indépendants l'un de l'autre. Ceci crée une charge quand même assez importante sur les opérateurs et les administrateurs qui fait qu'il y a beaucoup d'inefficacité. Et si je retourne un peu au sujet de notre discussion aujourd'hui, si je retourne à la violence, par exemple, on peut imaginer, par exemple, un infirmier qui pèse sur un bouton de panique et un opérateur qui est responsable de surveiller l'environnement, qui doit peut-être aller de peut-être 1 à 2, peut-être même 3 systèmes différents pour essayer de confirmer qu'effectivement, il y a un problème. C'est où est-ce que cette personne est localisée et ensuite être capable de prendre la réponse nécessaire. Donc, ça devient beaucoup plus difficile pour les opérateurs à faire leurs emplois. Donc, je pense que il y a effectivement beaucoup d'efficacité qu'il pourrait tirer si on est capable de minimiser ces sous-systèmes pour les opérateurs, de donner un environnement unifié. Et ceci va finalement permettre d'avoir l'information au bout des doigts de qu'est-ce qui se passe exactement où et quelle est la réponse nécessaire à prendre, mais d'une façon beaucoup plus simple pour l'opérateur. Donc,
Donc, c'est ça. Donc, je pense que ça mise beaucoup sur minimiser la quantité de systèmes, mais aussi d'unifier l'information le plus possible. En anglais, on va parler beaucoup de situational awareness. Je ne sais pas si ça se traduit parfaitement en français. Donc, c'est vraiment d'aider les opérateurs à avoir cette information rapidement et au bout des doigts. Je regarde la traduction du mot. Connaissance de la situation, voilà. Merci, Susanna. Pas de quoi. J'ai vraiment apprécié cette réponse, honnêtement, Nada. Merci de l'avoir partagée avec nous. Et la dernière question pour ce podcast, c'est quels sont les impacts de non-conformité dans les stationnements dans les hôpitaux? Alors les stationnements. C'est très intéressant parce qu'au Canada, quand on regarde les provinces ont des défis différents. Si je regarde, par exemple, en Ontario, le défi est qu'il n'y a pas assez de place. Donc, trop de gens, pas assez de place. Le problème au Québec, je dis pas que on a plus d'espace, mais je dirais que c'est pas tellement qu'il n'y a pas d'espace de stationner, c'est plutôt que ça a été jugé que les taux étaient trop élevés et donc le gouvernement a mandaté qu'il y ait un cap sur le taux horaire dans le stationnement. Donc, c'est ça, c'est des défis qui sont un peu différents d'une province à une autre. En même temps, on le sait très bien qu'au Canada, c'est quand même des institutions publiques et les hôpitaux roulent sur des déficits importants. Et donc, la question à se poser, est-ce qu'il y aurait un impact important pour un hôpital si on est capable de réduire la quantité d'infractions qu'il puisse avoir dans un stationnement? Et donc, la réponse à la question, c'est effectivement, il pourrait avoir un impact très important. D'ailleurs, on a fait le test avec un hôpital en particulier. On a prouvé que une réduction du taux d'infraction de 12%, en fait, avait un résultat de 600 000 $ pour l'hôpital pour une année. Donc, c'est quand même très, très considérable. Donc, je pense que malgré que les problèmes sont différents d'une province à une autre, reste que être capable de réduire le taux d'infraction, en fait, ça peut générer un revenu quand même assez intéressant pour les hôpitaux. OK. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions, Nada, et d'avoir participé au podcast. Et aussi, merci à The Healthcare Security Cast de m'avoir donné l'opportunité d'être une invitée spéciale. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Susanna.